L'objectif, c'est de traverser l'océan Pacifique en prone paddleboard en janvier prochain entre le Pérou et la Polynésie française. J'ai besoin de passer ce challenge de par ce qu'on a vécu l'an passé et la perte de notre petite fille. C'est important d'aller au bout des choses et de croire en ses rêves et de continuer à aimer la vie malgré tout. Hello, c'est Loïc Blanchard, le créateur et host du podcast indépendant Les Frappés. Je suis un ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui reconverti en sportif aventureux, mais aussi entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. Passionné d'outdoor et de défis en tout genre, j'ai voulu créer une communauté autour des valeurs de résilience, de dépassement de soi et de détermination, en vous offrant chaque semaine des conversations inspirantes avec des invités incroyables issus d'univers très variés. J'ai reçu aussi bien des athlètes olympiques que des entrepreneurs à succès, des aventurières professionnelles ou encore des anciens des forces spéciales. Leur point commun, la passion pour leur projet et l'audace de se lancer. Alors fonçons ensemble découvrir mon invité de la semaine. Excellente écoute à vous les frappés. Bienvenue Emmanuel sur le podcast. Merci Loïc, merci de m'accueillir. Écoute, je suis absolument impatient que tu nous en dises plus sur ton parcours. Pour être tout à fait honnête, ta discipline, donc le sauvetage sportif, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout avant qu'on échange sur Instagram. Donc je suis vraiment curieux que tu nous expliques un petit peu ce que tu fais dans cette discipline, en quoi ça consiste, et puis quels sont les projets que tu es venu, les énormes projets, les expéditions que tu es venu greffer sur tout ça. Donc écoute, peut-être que le plus simple, c'est que je te laisse commencer par te présenter, nous dire qui est Emmanuel. Et oui, avec plaisir. Écoute, déjà, merci de m'accueillir sur le podcast des Frappés. C'est un plaisir d'être là. J'ai découvert ton site il y a quelques mois, du coup, en plus avec l'épisode de Jessica et Annika Horn, Ouais. que j'ai rencontré il y a peu de temps et qui nous soutiennent sur un projet dont on va parler tout à l'heure. Et écoutez-moi, donc c'est Emmanuel. Je suis sur Hossegor, voilà, maintenant, donc dans le sud-ouest, dans les Landes. Et j'ai pas mal bougé dans ma vie. Tu vois, je suis issue de Cahors, du Lot, donc dans les terres. Et j'ai pas mal évolué après dans la région centre pour aller ensuite à Marseille et arriver sur les terres landaises entre 2-3 voyages. Voilà. Et, je suis athlète de haut niveau. Hein. J'ai commencé par la natation, un peu par défaut après un déménagement, tu vois. Et rapidement, j'ai pu toucher au haut niveau en natation sportive et j'ai pu intégrer l'équipe de France jeune et senior, voilà, entre mes 12 et 17 ans, on va dire, avant de découvrir le sauvetage sportif. Et le sauvetage sportif, qui est une discipline, c'est un sport amateur, mais une discipline à part entière avec une double spécialité, que ça soit en piscine, donc ce qu'on appelle le sauvetage eau plate, et sur la partie côtière, donc avec des épreuves à l'océan, en mer ou sur un plan d'eau intérieur. Voilà, donc ça, j'ai découvert ce sport à l'âge de 16 ans et j'ai rapidement évolué dedans avec des premières équipes de France en 2003 et après un petit break dû à mes études. Et bien voilà, le destin à chaque fois m'a ramené vers ce sport. À 2 reprises, j'aurais pu complètement m'en éloigner. Et puis après un voyage en Australie en 2010, derrière, le virus s'est installé, en moi en tout cas. Et je suis restée dedans. Voilà. Donc après, j'ai évolué en équipe de France pendant une dizaine d'années. J'ai été double championne du monde dans cette discipline. J'ai participé à 6 championnats du monde, 2 Jeux mondiaux, voilà, plusieurs championnats d'Europe. Et voilà, c'est un sport passion. Hein, c'est plus qu'un sport d'ailleurs, c'est un métier aussi. Donc, j'ai pu aussi goûter au métier de nageur sauveteur sur les plages. Voilà, j'aurai l'occasion de t'en dire plus là-dessus. Mais voilà, maintenant, je suis toujours impliquée dedans, dans mon club, ici local, le Hossegor Sauvetage Côtier. Voilà, donc c'est un sport qui vient de plusieurs endroits et notamment sur la partie côtière qui vient d'Australie avec voilà, les premières plages surveillées qui ont mené après aux premières épreuves de sauvetage côtier là-bas avant que ça soit importé en France. Excellent.
Excellent. Alors, j'ai découvert quelque chose parce que je suis allé sur le. Je pense que tu nous parleras de Cap Optimiste. Enfin, on en parlera, c'est sûr, un petit peu plus tard. Mais je suis allé un petit peu regarder du coup les femmes qui font partie de l'équipe. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas tellement. Enfin, c'est un sport qui est pas si jeune que ça en fait, puisque je vois que vous avez notamment une fille qui est originaire d'Espagne, qui est sportive élite depuis 2005. Ouais. Donc 2005, voilà, ça fait quand même un petit moment. Et tu disais que c'est un sport amateur, mais tu as parlé de fédération. Donc comment est-ce que c'est organisé? Du coup, c'est rattaché à une fédération française en particulier? Exactement. Donc, ce sport en France, il est rattaché à la Fédération française de sauvetage et secourisme, Ok. qui, elle, est très ancienne. Elle a été créée, fondée en 1899. Et en fait, cette fédération a notamment mis en place les premiers diplômes voilà, de sauvetage, comme le surveillant de baignade, comme le BNSSA, etc. Et donc était plus donc dédié, on va dire, à la surveillance en piscine. Et après, pour la partie côtière, donc le sauvetage côtier, le surf life saving, comme ils appellent aux antipodes, est venu d'Australie, en fait. Et en fait, en parallèle de notre fédération française, il y a eu aussi les prémices qui ont vu le jour donc en Australie dans le début des années 1900, en fait. Et quand les premières plages ont été surveillées là-bas en Australie, les sauveteurs, les lifeguards, là-bas, ils se sont professionnalisés. Et pour se professionnaliser, ils ont commencé un peu à se challenger entre eux, entre différents postes. Mhm. Ils ont commencé à s'entraîner, à créer des petites compétitions, voilà. Et de là est né les premiers clubs. De là sont nés les premiers clubs en fait de sauvetage, les surf clubs. Et ça a été importé dans les années 90 en France, en Europe notamment. On a eu des lifeguards australiens qui sont venus travailler sur les plages landaises, notamment au nord des Ok. Landes, et qui ont importé du matériel qu'on appelle les rescue boards, donc ces planches de sauvetage qu'on voit maintenant un peu partout en France, et aussi les bouées tubes. Et ça a un petit peu aussi révolutionné le métier de nageur-sauveteur, voilà, au niveau professionnel. Et ils ont permis d'importer ce sport voilà, en France. Donc les premiers, les championnats du monde tels qu'on les connaît aujourd'hui, les compétitions internationales, datent voilà, de début des années 90. Excellent. Voilà. Excellent. Alors peut-être qu'on peut rentrer un peu dans le détail de ce en quoi consiste le sauvetage sportif. Donc moi j'ai regardé j'ai eu de la chance, tu m'as envoyé pas mal de contenu avant qu'on fasse cette conversation, donc j'ai pu déjà visualiser à quoi ça ressemble. Et je te cache pas que c'est beaucoup plus, c'est ce que je te disais juste avant qu'on commence. J'ai été surpris en fait par l'intensité des épreuves et surtout j'ai l'impression qu'il y a une notion d'enchaînement et ouais, d'intensité qui est vraiment vraiment importante, qui m'a fait beaucoup penser au triathlon. Ce qui n'est pas du tout l'image que j'avais, tu vois, quand j'ai lu sauvetage sportif. C'est vrai que je pensais plutôt à typiquement de la natation, pourquoi pas avec tu vois, un engin flottant ou quelque chose que tu tractes et puis voilà quoi. Et en fait, ça a l'air beaucoup beaucoup plus complexe que ça. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer pour la partie en mer, eau vive, voilà, quelles sont les épreuves qui s'enchaînent, de quel matériel vous avez besoin? Oui, alors c'est vrai que c'est un sport qui a beaucoup de disciplines. Donc voilà, Ouais. on va se concentrer sur la partie côtière, voilà, mais en partie eau plate, c'est pareil. On va avoir des épreuves individuelles et des relais. Et sur la partie eau plate, tu as complètement raison, ça va être vraiment du chronométrique, voilà, pour synthétiser, pour que tout le monde comprenne. On va avoir des épreuves entre 50 et 200 mètres, on va dire, de distance. C'est au chrono. On va remorquer des mannequins avec ou sans palme. On va avoir des parties en apnée. On va avoir des parties avec des passages d'obstacles. Donc voilà, c'est vraiment c'est très diversifié comme épreuve. Et sur la partie côtière, donc le surf life saving, on va avoir différentes épreuves. On va avoir notamment la nage en mer, la surf race. On a aussi la board race, donc c'est une course de planche en paddleboard. Donc ce sont des planches qui sont un peu plus profilées que les rescue boards, qui sont donc les planches professionnelles. Donc on va avoir vraiment du matériel adapté à la compétition pour voilà, gagner en vitesse et aussi derrière pour passer mieux les vagues, pour surfer mieux la vague pour revenir. On va avoir aussi l'épreuve de kayak en mer, donc le surf ski.
Et on a aussi l'Oceanman, donc qui est un peu ce que je te disais, un peu l'enchaînement des 3 épreuves phares, la nage, la planche, le kayak, avec des transitions en course à pied. Donc c'est un peu notre mini triathlon à nous qui dure entre 15 et 20 minutes. Et on a aussi 2 épreuves sur le sable pour tester la vélocité, la réactivité du sauveteur. Donc, il y a un 90 mètres sprint pur sur sable et on a aussi l'épreuve des beach flags où là, c'est une épreuve par élimination en fait. Un peu sur le système des chaises musicales. Tu vois, à chaque fois, il y a un éliminé à chaque tour. C'est très intense. Et derrière, c'est pour tester le temps de réaction des sauveteurs, tu vois, avec aussi derrière la puissance qu'ils vont dégager et sur leur vitesse de course pour attraper ce fameux bâton, en fait, où on simule la main d'une victime. Voilà. Toutes nos épreuves sont initiées à la base par des actions de sauvetage. Voilà, ce sport est très lié, en fait, au métier de nageur-sauveteur. Ouais. Et c'est pour ça que la plupart des sportifs travaillent aussi, ou ont travaillé en tout cas, sur les plages à un moment donné, quoi. Ok. Ok. Ouais, moi, ça a été la première chose que je me suis dit quand j'ai vu la vidéo de cette épreuve qui était Cap-Breton, c'est possible? Ou je dis n'importe quoi? Une des vidéos. Je t'ai envoyé une vidéo sur une des compétitions phares chez nous, l'Oceanberg Challenge, qui est une compétition, alors pas sous les couleurs nationales, mais en tout cas où il y a les meilleurs sauveteurs européens qui viennent se confronter à chaque fois en été. Et c'est vrai qu'elle est réputée pour être dans les vagues, donc à Cap-Breton qui est collé à Hossegor. Et c'est vrai que généralement, ça fait pas mal d'années qu'elle a été créée et c'est souvent des grosses conditions, donc le spectacle garanti. C'est clair. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu vois, au-delà d'intensité, j'ai aussi été surpris par en fait, les conditions dans lesquelles vous faites ces épreuves. Tu vois, j'ai une séquence de la vidéo en tête où je pense que c'est une épreuve femme, parce que si j'ai bien compris, c'est pas forcément des épreuves mixtes. C'est pas mixte, effectivement. Maintenant, il y a des relais mixtes à l'international, comme il y a beaucoup dans l'ensemble des sports, comme le triathlon, par exemple, maintenant. Mais c'est des épreuves, effectivement, soit féminines, soit masculines. Ouais. Ouais. Et donc, une séquence de cette vidéo où quasiment sur la plage, en fait, tu as des déferlantes qui arrivent et ça m'a vraiment surpris de voir en fait la hauteur des rouleaux, que tous les kayaks partent dans tous les sens. En plus, vous avez des kayaks. Vous appelez ça c'est des kayaks, c'est des skiffs, c'est des. Alors, c'est des surf skis, c'est des kayaks de mer qui font 5,80 m de long et qui pèsent 18 kg. Voilà. Ok. Donc, c'est vrai que c'est des kayaks qui vont très vite, où vraiment on peut avoir des points de vitesse assez sympas, mais par contre qui vont être très instables dans les vagues. Donc, ça demande pas mal d'entraînement en amont, voilà, pour bien maîtriser l'engin et surtout beaucoup de pratique dans différentes conditions, quoi. Ouais. Oui, et puis vous n'avez pas de. En fait, c'est complètement ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Comment est-ce qu'on appelle ça? Il n'y a pas d'îloir, il n'y a pas de ponton en fait. Vous êtes assise et si une vague vous renverse, tu ne peux pas esquimoter ou quoi que ce soit. T'es fini. Non. Alors, tu as juste à remonter rapidement dessus pour éviter de te prendre la prochaine vague dans la Parce qu'on a un parcours en fait à faire et chaque épreuve, tu pars de la plage et tu reviens vers la plage. Pareil, on prend toujours l'image de ce sauveteur qui part de son mirador chercher sa victime et qui doit la ramener. Donc nous, toutes les épreuves, on part de la plage et on doit revenir, on contourne des bouées. Donc après, les distances, elles évoluent. Par exemple, sur l'épreuve de surf race, sur la nage, la distance fait 400 mètres. Sur l'épreuve de board race, elle fait 600 mètres, la distance. Et l'épreuve de kayak, de surf ski, ça fait 800 mètres. Voilà. Donc, c'est même des efforts qui sont courts, tu vois, de 3 à 4 minutes. C'est très intense. Mais par contre, sur une journée, tu peux t'enchaîner une quinzaine d'épreuves, quoi. Entre les phases de qualificatives, les quarts de finale, les demi-finales, les finales, les relais. Et ça, tu enchaînes ça non-stop pendant plusieurs jours, même sur les championnats de France, tu vois, qui en sont organisés sur 3 jours, quoi. Wow. Dans des environnements, enfin, je veux dire, dans l'eau et sur le sable. Donc, c'est quand même, en termes d'environnement qui absorbe ton énergie et qui t'impose de monter en intensité, c'est quand même, c'est ce qu'il y a de pire, je pense. Donc, c'est vraiment impressionnant. Alors, dernière petite question technique, c'est sur les rescue boards. Un autre aspect qui m'a surpris, je crois que j'en ai jamais vu des comme ça avant, c'est qu'en fait la pointe, j'ai l'impression que c'est un peu comme si on avait, c'est-à-dire qu'on a retourné la coque, tu vois, une coque un peu effilée et en fait
ce qui normalement est sous l'eau est sur l'eau pour vous. Donc c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est complètement plat au contact de l'eau et assez, aiguisé sur le dessus. Ouais. Alors, c'est vrai que tu as différents shapes qui existent, comme les planches de surf. Voilà. Alors, nous, c'est quand même assez calibré, notre matériel, comme les surf skis, je t'avais dit. Tu vois, c'était 5,80 m de long. Nos planches, c'est pareil, elles vont faire 3,20 m de long, avec un poids minimum de 7,6 kg. Parce que voilà, pour que chaque athlète, on va dire, soit soit sur la ligne de départ de façon équitable. Et après, au niveau des shapes, ça dépend en fonction de si on souhaite plutôt des boards pour des plans d'eau calme, si on va souhaiter plutôt être à l'aise dans les vagues, dans le surf, quelque chose avec un peu plus de volume, tu vois, ou un petit peu moins de volume. Donc, ça va vraiment dépendre en fait après du gabarit aussi du softer et aussi de ses besoins par rapport à sa technicité de rame. Oui, d'accord. Ah là, c'est passionnant. C'est au final, tu vois, c'est ça qui est super intéressant, c'est que je découvre une discipline qui en fait a l'air hyper technique, pas seulement sur le matos, mais aussi sur le type d'épreuve, super intense et au final, ouais, c'est ce qu'on disait, pas si jeune que ça. Donc c'est marrant de voir comme il y a tu vois, certains sports que finalement on connaît assez peu. Alors je sais pas, est-ce que sur là où tu habites maintenant, c'est clairement un des sports pratiqués ou ouais. Oui, c'est clairement des sports. Ça a la même place que le rugby maintenant chez nous. Ok. Mais non, c'est un sport effectivement qui grossit. Alors forcément, chez nous, on a la chance dans la région, on va dire sud-ouest, d'être doté de beaucoup de clubs et des clubs aussi qui ont des écoles de sauvetage aussi bien développées depuis plusieurs années. Donc, ils accueillent les enfants dès l'âge de 5 ans, 4-5 ans. Alors au départ, c'est une grosse éducation sur les dangers de l'océan. Voilà, éducation à la plage, donc savoir se mettre en sécurité, savoir reconnaître un petit peu les différents dangers qu'on a autour de nous, aussi être capable de reconnaître les dangers par rapport à ses capacités, ça c'est essentiel. Donc là, il y a une grosse part d'éducation autour du milieu et autour du sauvetage et du secourisme. Et puis ces enfants, en fait, on les garde au fur et à mesure des années. Ils ont cette chance maintenant de pouvoir évoluer dans ce sport et c'est un sport à part entière, contrairement à nos générations où ça a été un sport, on va dire, de remplacement, où voilà, on a connu ça plus tard. Et eux, en fait, ils vont évoluer dans cette discipline, ils vont participer aux compétitions, peut-être qu'on participe à des compétitions de natation ou des matchs de rugby, etc. Et puis, parallèlement à ça, ils vont aussi se former en fait aux différents diplômes de secourisme. Donc, à partir de 10 ans, ils vont pouvoir passer leur diplôme de premier secours. Et puis, à partir de 16 ans, leur diplôme de premier secours en équipe. Et puis, jusqu'au Graal, c'est passer son BNSSA pour pouvoir travailler sur les plages après, à l'âge de 18 ans, quoi. Donc, on forme des athlètes, mais aussi on forme à un métier. Et c'est pour ça que ce sport est un sport passion aussi, parce que derrière, il y a des valeurs qui sont inculquées, c'est sauver des vies, quoi. Donc, savoir sauver des vies, c'est énorme. C'est clair. Est-ce que, peut-être pour ouvrir la parenthèse là-dessus d'ailleurs, est-ce que toi, tu as déjà eu, malheureusement, heureusement, à te servir de tes skills de sauvetage sportif pour une vraie situation? Oui, ça m'est arrivé. Alors, le plus gros cas, pour le coup, ça s'est passé à Marseille, quand j'ai vécu à Marseille et que j'ai travaillé sur les plages, tu vois, comme quoi les dangers sont partout. Et effectivement, on a sorti une dame de l'eau qui s'était noyée, donc qu'on a réanimée. Et voilà, c'était un moment intense, mais ça permet aussi derrière de concrétiser tout ce qu'on apprend et se dire qu'on sert à quelque chose aussi, tu vois. C'est clair. C'est clair. Et tu vois, j'ai eu un invité il y a quelques temps, Tony Bush, qui est un ancien effort spécial, qui a créé une entreprise qui s'appelle Émotion avec un H pour justement rendre un peu plus attrayant, on va dire, attrayante l'image du secourisme en France. Parce que c'est vrai que voilà, à moins qu'on tombe sur des profils comme toi qui font des choses complètement dingues, où il y a une discipline qui vient se greffer à ça. Le secourisme en France, je ne sais pas comment c'est dans les autres pays comme l'Australie, mais ça n'a pas quand même une image. Tu te dis pas, bah tiens, j'ai 2 jours libres, je vais me faire un recyclage secourisme, tu vois, dans la plupart des cas en tout cas. Et je trouve que c'est super de voir qu'il y a des disciplines, voilà, qui allient non seulement le sport au plaisir, mais en plus l'apprentissage de gestes qui potentiellement sauvent des vies. Donc franchement, top. J'espère qu'on verra de plus en plus de sauvetage sportif du côté de la Méditerranée.
Ouais, bah ça se développe. Tu as des clubs, hein, tu as des clubs un peu partout. Tu vois, moi, j'avais repris à Marseille pendant mes études quand j'ai fait mon école de commerce là-bas et ouais, j'ai repris sur Marseille. Donc, tu en as quelques-uns. Alors, comment est-ce qu'elle s'est faite cette transition? Tu nous disais que t'as été en haut niveau en natation. Quand tu as découvert le sauvetage sportif, est-ce que c'était parfaitement clair pour toi que tu voulais performer au plus haut niveau possible, même si c'est encore une fois un sport amateur? Ou est-ce que ça a été un enchaînement quelque part, tu vois, d'épreuves, d'expériences qui t'ont amené à faire tes 6 championnats du monde, 4 championnats d'Europe et tes 2 World Games? Ben, ça a été surtout du hasard, en fait, vraiment du destin. Moi, la natation, j'étais arrivée après, vers 16 ou 17 ans, voilà, à un point un peu de ras-le-bol. Ça faisait déjà quelques années que je m'entraînais de façon biquotidienne. Je démarrais l'entraînement biquotidien assez tôt, à l'âge de 12 ans, tu vois. Donc, c'est vrai Ah oui. que ben, c'est pas mal de discipline, hein, voilà, et de contraintes aussi à un âge d'adolescent, on va dire. Mais bon, donc c'est vrai que, et puis c'est un sport qui est assez ingrat, la natation, qui demande aussi beaucoup d'heures d'entraînement pour arriver à un haut niveau. Donc, c'est sûr que j'étais arrivée à un stade où je m'amusais plus trop et j'ai découvert le sauvetage sportif et notamment la partie côtière en fait en été à Tours grâce au maître nageur de la piscine de Tours en fait parce que moi j'étais au pôle espoir donc j'ai voulu au pôle espoir il y avait les maîtres nageurs de la piscine qui avaient créé cette association le SM Tours et en 99 tu vois j'avais 16 ans et en fait, ils avaient créé cette association. C'était des anciens rameurs donc d'aviron, de kayak en ligne, etc., de haut niveau pour certains. Et c'était un trip entre copains de créer cette association. Et puis j'ai démarré à m'entraîner avec eux l'été quand la saison de natation était en off. Et donc, je faisais des compétitions. On partait en Bretagne, en Vendée, même des fois en Méditerranée. Et on se régalait, quoi. Donc, c'était vraiment ludique au départ. Et puis, j'ai participé à mes premières compétitions internationales à 18 ans. Et après, j'ai breaké, en fait. J'ai breaké pendant mes études. Je suis partie en classe prépa voilà, à HEC, à Tours pendant 2 ans. Et puis, j'ai basculé ensuite sur Marseille pour mon école de commerce. Et après, c'est les rencontres, pareil, le destin, là, où j'ai rencontré des copines qui s'étaient mises dans le sauvetage sportif, donc dans les clubs de Marseille. Et j'ai repris comme ça. J'ai repris comme ça. Donc, j'ai réintégré les équipes de France après en 2007 avec, voilà, quand j'ai repris la compétition et l'entraînement. Et après, je suis partie en Australie, mais pareil, je n'étais pas censée y partir pour le sport. J'étais censée y partir pour le voyage, tu vois, pour découvrir un peu la vie là-bas, aux antipodes. Et puis, je suis partie seule. Ma copine m'a lâchée au dernier moment. Et j'ai dit, qu'est-ce que mais je pars quand même. Et quand je suis partie là-bas, après, il y avait le fondateur du club du Hossegor Sauvetage Côtier, une légende, voilà, une personnalité chez nous, et qui était là-bas, qui m'a dit, viens, j'ai des personnes à faire rencontrer. Et il m'a fait rencontrer tous les gros entraîneurs voilà, en Australie. Et j'ai commencé à m'entraîner avec eux. Et puis derrière, c'était parti pour pas mal d'années. Waouh. Je suis vraiment admiratif de la façon dont tu as géré ton post-break pour les études. Parce que j'ai fait comme toi, en fait, j'étais en haut niveau jusqu'à rentrer en classe prépa. Et après, bah, d'ailleurs, on a fait la même école. Je suis en train de me rendre compte. Ouais. Par contre, moi, j'ai pas du tout réussi à reprendre le sport à haut niveau. Tu vois, je me rappelle j'étais parti un peu. Bah, c'est vraiment drôle quand même les schémas qui se répètent. Je suis parti au Canada pour mes études pendant l'école. Et pareil, mon entraîneur de judo de l'époque m'a dit, bah, écoute, va rencontrer ces personnes donc au Canada. Et en fait, en arrivant dans le club en question, je me rends compte assez rapidement que c'est pas n'importe quel club, c'est le club de la côte Est de l'équipe nationale du Canada. Et ils étaient en train de préparer les JO de Londres. Et donc là, tu vois, donc c'est comme ça que j'ai essayé de reprendre après 2 ans et demi, 3 ans d'arrêt. Et la conclusion, ça a été que j'ai vomi avant la fin de l'échauffement, même pas ouais, avant la fin de l'échauffement. Donc voilà, je suis vraiment admiratif de ce que tu as fait parce que je sais ce que c'est que d'être à haut niveau, de faire le choix d'une pause. Et puis une pause pour voilà, la prépa, je sais pas comment toi c'était, mais j'imagine que en termes de sport, c'était proche du néant, ta pratique. Clairement Voilà. proche. Mais c'était aussi sympa de découvrir un autre milieu.
tu Ouais. vois. Ouais, c'est sûr. Mais voilà, enfin, honnêtement, très, très impressionnant de voir que tu as réussi à pas rattraper le temps perdu parce que je pense pas que ce soit du temps perdu, mais à combler ce gap et à revenir, enfin, au plus haut niveau, en plus dans une discipline, quand même, même s'il y a des similarités, j'imagine, avec la natation, mais quand même, assez différentes. Donc, impressionnante. Tu vois, on parle de détermination sur le podcast, là, je pense que c'est un très bon exemple. Ouais, c'est Hem jamais évident de reprendre, surtout après des études. C'est vrai que bah, surtout quand tu vois, tu as fait une école de commerce, c'est quand même aussi un investissement dans le travail, mais aussi financier, mine de rien. Donc, Ouais. j'avais travaillé derrière dans la communication en sortant de l'école. Mais c'est vrai que derrière, de faire ce choix de partir, bah, tu te contres aussi, on va dire, aux avis familiaux, hein, qui disent, mais qu'est-ce que tu fais, ma fille? Tu sors d'études et, et tu repars là dans le sport, mais où vas-tu? Que veux-tu faire dans ta vie? Et c'est vrai que bon, voilà, j'ai tendance à croire, on va dire, à faire confiance au destin. Donc là où il m'emmène. Et écoute, en tout cas, je suis très heureuse d'avoir cru en ce chemin. Ouais, bah, quand on voit, non seulement ton palmarès, mais aussi ce que tu réalises, je pense qu'on va pas tarder à en parler. Ouais, j'imagine, en tout cas d'un œil extérieur, ça donne envie de te dire que tu as bien fait d'écouter, tu vois, ton gut feeling parce que c'est clairement ouf. Peut-être que tu pourrais nous parler, tu vois, si je regarde ton palmarès, ouais, c'est ça, le championnat du monde, ça a été la première grosse épreuve que tu as remportée. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi ce moment de consécration? Qu'est-ce que ça venait conclure? Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Est-ce que ça t'a ouvert de nouvelles portes? Est-ce que tu t'es enlevé des barrières que tu avais jusqu'alors? Alors, donc, du coup, nous, sur les compétitions internationales en sauvetage, la force de ces championnats, en fait, que ce soit les championnats européens ou mondiaux ou les Jeux mondiaux, en fait, c'est qu'on part en équipe. On est une équipe, on joue l'individuel, mais on joue aussi le classement de l'équipe, en fait. Donc, ça, c'est vraiment chouette. C'est-à-dire que l'équipe de France, elle est constituée de 12 athlètes, 6 garçons, 6 filles. Et en fait, les sélectionneurs, ils doivent créer, fonder la meilleure équipe possible pour derrière assurer les 2 jours en piscine, donc sur la partie eau plate, et les 2 jours en côtier sur la partie côtière, le surf fly saving. Et donc généralement, il faut être un peu touche à tout. Donc il y a des spécialistes vraiment purs, on va dire sable ou rame ou piscine. Et moi, j'étais un peu sur les deux profils en tant qu'ancienne nageuse de haut niveau. Donc généralement, je me tapais les 5 jours de compétition à fond. Et ce qui était sympa parce que tu as enchaîné tes épreuves individuelles, mais il y avait pas que ça. Il y avait aussi les relais, et il y avait aussi ce classement en fait interclub, enfin nation, qu'on allait chercher. Et ça, c'était génial. Moi, c'est vraiment ce que je recherchais après la natation, où c'était quand même un sport très individualiste, où tu es tout seul dans ton couloir, etc. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que moi, ce qui me plaisait, c'était quand même le collectif, tu vois. Et d'ailleurs, mes performances étaient bien plus, et c'est bien meilleur en collectif qu'en individuel. Je pense que j'arrivais Ok. aussi à surpasser en équipe. Peut-être que je vais enlever des barrières, mais en tout cas, je trouvais plus de sens, en tout cas, dans le collectif que seulement mon propre challenge à moi en individuel. Et donc après, ouais, le premier titre, c'était justement avec mes coéquipières sur un relais, c'était en 2014. Donc à Montpellier en France, donc ça c'était cool, c'était les Excellent. premiers championnats du monde organisés en France à Montpellier et à la Grande Motte. Et donc là, c'était génial parce que c'était devant nos familles, devant tous nos supporters. C'était un sacré moment. Et puis en plus, derrière, l'ensemble des performances sur l'ensemble des championnats a été incroyable. Et puis on est monté sur la 3e marche du podium aussi au niveau des nations. Donc derrière l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui sont les nations reines, on va dire, du sauvetage sportif. Donc, c'était incroyable, ouais, c'était incroyable. Et puis, la deuxième fois, c'était 2018, 4 ans après, j'avais arrêté aussi, tu vois, je m'étais consacrée quand même au travail. Il était temps de s'y mettre quand même. Et je suis revenue avec un peu moins d'entraînement pour le coup, parce que voilà, quand tu commences à travailler, et je suis à mon compte aussi, j'ai monté ma petite entreprise. Donc, les priorités sont différentes. On a
moins le temps, en tout cas, de se consacrer comme quand on était jeune à son sport. Et on a été rechercher ce titre avec les filles à 1/100e, tu vois. Donc, ça a été Waouh. assez fou. Et c'était en Australie, pour le coup. Ah ouais, En 2010. génial. Ah, la Ouais, consécration en Australie, ça devait être quelque chose, ça. ouais, c'était chouette. Ouais. Parce que du coup, tu parlais des nations un peu reines. En dehors de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, c'est quoi les autres pays qui sont vraiment un peu référents en sauvetage sportif? Alors, clairement, sur la partie côtière, sur le surf life saving, c'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Alors, c'est vrai que la Nouvelle-Zélande arrive sur ses équipes, sur ses championnats mondiaux, à créer vraiment une équipe très complémentaire, ce qui leur a permis de battre l'Australie à plusieurs reprises. Par contre, l'Australie a clairement un step au-dessus en termes de masse. Parce que derrière, c'est vraiment la culture du sauvetage. Ils peuvent en faire toute l'année. Sur l'ensemble des côtes, il y a des clubs, je pense, un club au mètre carré. Enfin, c'est incroyable, avec plein de piscines olympiques pour pouvoir s'entraîner. Enfin, ils ont un niveau et une culture du sauvetage aussi qui est assez folle. Et puis pour la partie eau plate en piscine, les grosses nations, ça va être la France bien sûr, mais l'Italie aussi très très forte, l'Allemagne, voilà. Et, Ok. et puis ça c'est pour vraiment les spécialistes en piscine. Et après l'Espagne, ils vont avoir un profil un peu complémentaire comme la France, voilà. Ok. Mm. Excellent. Super. Alors, tu nous as parlé du collectif, du fait que tu te sois rendu compte que c'était peut-être quelque chose qui t'attirait plus que la natation, même si tu en as fait pendant longtemps et à un excellent niveau. Du coup, je serais curieux de savoir à quel moment est-ce que, enfin, et puis comment ça s'est passé, cette phase de transition entre la dimension sportive compétition et puis la création de ces expéditions, de ces projets. Sachant que voilà, il y en a un énorme qui arrive, donc c'est vraiment quelque chose visiblement dans lequel tu continues de t'investir. Ouais, alors c'est vrai que je pense qu'il y a eu deux aspects. Il y a déjà l'aspect aussi milieu naturel que j'ai découvert aussi au fur et à mesure, parce que moi je viens quand même de Cahors à la base, donc à Cahors, à part le Lot, il n'y avait pas grand-chose. Donc après, j'ai découvert le milieu aquatique déjà avec la natation synchronisée là-bas à Cahors, et puis après la natation quand on a déménagé en région centre. J'ai découvert ensuite le milieu un peu plus naturel avec les débuts en sauvetage côtier. Et puis l'océan, je l'ai appréhendé au fur et à mesure. Et notamment, ce sont mes saisons en Australie et en Nouvelle-Zélande que j'ai passées pendant plusieurs années. J'ai dû faire 4 ou 5 saisons à passer des hivers là-bas, à m'entraîner. Et là, c'est vrai que derrière, tu connais petit à petit un peu mieux le milieu. Et puis surtout, tu te passionnes par ce milieu, par ce sentiment de liberté aussi qu'il procure. Le fait aussi de toucher à plein de matériel différents, moi, ça m'a vraiment passionnée et j'adore ça en fait. J'adore pouvoir adapter en fait ma pratique par rapport aux conditions. C'est-à-dire que tu vas avoir un plan d'eau hyper calme, tiens, c'est idéal pour aller nager. Tu vas avoir des petites vagues, ça va être idéal pour le paddleboard, le surf-ski. Enfin voilà, tu peux vraiment adapter ta discipline, ton activité en fonction du matériel. Donc c'est vrai que ce côté un peu waterman, waterwoman, je l'ai développé au fur et à mesure. Et puis là, maintenant, je suis vraiment à fond dans cette démarche de un peu touche à tout et sur des défis beaucoup plus grands, quoi. Voilà, que le simple bassin de 25 mètres ou 50 mètres en piscine. Et puis aussi, voilà, je pense que j'ai eu mon temps de compétition. Maintenant, je suis plus sur des challenges où je vais moins chercher la performance par rapport à d'autres, mais plus par rapport à moi ou sur des challenges collectifs. Comme je te dis, moi, je n'ai pas forcément l'envie de me lancer un challenge en individuel. Par contre, de le faire en équipe, moi, c'est ça vraiment qui me plaît, quoi, par-dessus tout. Génial. Ben écoute, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet du coup avec ces défis. Est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer un peu comment, déjà, sous quel format est-ce que c'est organisé? J'ai Cap Optimiste en tête, mais je ne sais pas si c'est la seule structure et si c'est avec ça que tout est parti. Mais voilà, comment est-ce que tout ça s'est mis en place? Est-ce que vous avez déjà réalisé? Et puis on parlera juste après du projet complètement fou qui arrive. Oui, ben oui, oui. Alors moi derrière, donc à la fin du sauvetage, je me suis mise vraiment sur des courses un peu waterman. Je suis partie à 3 années d'affilée à Tahiti pour la Watermana.
Donc, c'est une des épreuves reines des waterman voilà, dans le monde. En fait, pendant une semaine, t'enchaînes sur l'île de Wainé des épreuves assez folles en sup race, en stand-up race, en prone paddleboard, donc ce sont nos planches de sauvetage longue distance, en nage en eau libre, en course à pied, en défis divers et variés. Et en fait, la spécificité de cette course, c'est que en fait, tu ne sais pas ce qui t'attend. C'est-à-dire que tu pars le matin, l'organisateur Stéphane Lambert, qui est un ancien tennisman de haut niveau, il t'annonce ce que tu vas faire. Ça peut être, je ne sais pas moi, 50 km en stand-up. Tu vas faire le tour de l'île, ou alors tu vas partir derrière sur 3 fois 5 km de nage en eau libre. Tu vas enchaîner et c'est assez incroyable. Ça déstructure complètement en fait ta zone de confort aussi, qu'un athlète de haut niveau a tendance à connaître, avec tout calibré, ta zone, ton temps de récupération, quand est-ce qu'il faut manger, quand est-ce qu'il faut dormir et tout. Là, il pouvait te réveiller en pleine nuit pour être lancé dans une épreuve où tu n'avais rien. C'était complètement déstructuré par rapport à ce que tu connaissais, et c'est ça qui est génial en fait. Tu vois, sortir de sa zone de confort, et ce qui permet aussi je pense, de vraiment s'enlever des barrières aussi en tant qu'athlète. Et de permettre de se dépasser aussi dans des moments où tu dis non, en fait, je peux pas aller plus loin. Si, en fait, ton mental et ton corps peuvent aller beaucoup plus loin que ce que tu crois, quoi. Donc ça, c'est assez incroyable. Donc ça, c'était vraiment mes premiers défis. Et puis après, avec les copines dont 2 copines qui avaient déjà traversé l'Atlantique en prone paddle, donc en paddleboard, en 2009, voilà, en 54 jours. Là, elles m'ont proposé de relancer sur un défi avec une association, donc l'association Optimiste. Ce projet s'appelle Cap Optimiste, et c'est un projet qui est au service des personnes malades, et notamment au service du nouveau programme de l'association qui va accompagner les enfants, notamment atteints de cancer, à relever un défi sportif. Voilà. Et ce projet, voilà, l'objectif, c'est de traverser l'océan Pacifique en prone paddleboard en janvier prochain entre le Pérou et la Polynésie française. Alors, pour celles et ceux à qui ça parlerait pas trop en termes de distance, parce que j'ai eu du mal quand j'ai vu le nombre de kilomètres, je suis pas allé vérifier, mais je me suis dit, oh punaise. Est-ce que tu pourrais juste nous rappeler combien ça fait de kilomètres Pérou, Polynésie française? Alors, c'est 8000 km. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. OK. Alors déjà, j'ouvre une petite parenthèse, mais sur la traversée de l'Atlantique, c'est hyper impressionnant parce que j'ai eu un invité, Lilian, salut Lilian si tu nous écoutes, qui l'a fait à la rame, et ils ont mis de mémoire 49 jours à 2 dans le bateau. Donc là, 54 jours sur des... Donc vous avez des pagaies là, hein. C'est du stand-up ou c'est à la main? C'est à la main, c'est les bras dans l'eau. C'est à la main, voilà, c'est ça. Sauvetage. Donc là, elles étaient 3. Moi, j'y étais pas encore parce que j'étais encore en plein dans les compétitions internationales à l'époque. Donc c'était 2009. Il y avait Stéphanie Gélière-Barnex, Alex Lux, que j'ai côtoyé pendant des années aussi en équipe de France, et Flora Mancier. Et donc les planches, c'était des paddleboards, voilà, donc un peu plus allongées, hein. Il y avait différentes tailles. Elles avaient des tailles donc plus longues que les 3,20 m qu'on a en compétition, donc ça pouvait aller jusqu'à plutôt 6 mètres de long. Et elles adaptaient les planches en fonction des conditions océaniques. Et derrière, par contre, c'était allongé sur la planche ou à genoux, et par contre, tu rames les bras dans l'eau, quoi. Voilà. Oh, c'est hallucinant. Ok, donc une transatlantique, pas à la rame, mais pour le coup, clairement à la force des bras, enfin littéralement les mains dans l'eau. Ok, je te pose la question parce que j'avais vu sur certaines épreuves que vous naviguiez comme ça, du coup. Ouais. Et je m'étais demandé si ça avait été le format pour la traversée. Parce que, attends, au-delà de... Alors peut-être que je me trompe, mais je me dis déjà en termes de portance dans l'eau, une main par rapport à une pagaie, c'est quoi? C'est 1/5 de la superficie d'une pagaie Ouais, alors c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment calculé, mais effectivement, c'est beaucoup Ça doit moins être ça, non? progressif, quoi, hein, beaucoup moins progressif. Alors surtout qu'elle, on va avoir d'autres conditions donc, sur le Pacifique là, en janvier prochain, parce que la température de l'eau est déjà nettement supérieure de ce qu'elles ont pu connaître sur l'Atlantique. Il faut aussi beaucoup plus chaud à l'extérieur, donc déjà on va avoir des équipements beaucoup moins volumineux
Voilà, parce qu'au Oui. départ, c'était plutôt en combinaison de survie, donc pour la rame, c'était pas idéal. Par contre, nous, il va faire très chaud, il va faire très humide, avec beaucoup de soleil. Donc voilà, ce sont des choses aussi, il va falloir faire attention. Et en fait, on va fonctionner en relais. On va se relayer, les filles entre nous, sur des rotations à peu près de 1h30 de rame. Et on aura donc le bateau d'assistance pour pouvoir se reposer, pour pouvoir dormir aussi, se restaurer, parce que sur ces planches-là, on ne peut pas dormir, quoi. Ce n'est pas comme les embarcations qui sont adaptées, on va dire, pour les grandes traversées. Nous, c'est une planche, on est allongé dessus, ou au mieux à genoux, et puis derrière, c'est tout, quoi. Ouais. Et le bateau, par curiosité, votre bateau base de vie, c'est un kata, du coup, que vous Ouais. prenez pour la Et place? c'est un kata parce que derrière, il est au ralenti, hein, le kata, il suit la rameuse. Donc, nous, on doit être à peu près, on doit faire du 4-5 km/h hein, maximum. Enfin, ça va dépendre après de la poussée. Donc, si tu veux, le kata, il est au ralenti. Donc, pour éviter qu'il gîte trop, on prend un bateau le plus stable possible pour éviter le mal de mer. Ouais, ouais. Ouais, puis j'imagine que pour stocker le matos, tu as quand même plus de place avec les filets sur un kata que sur un monocoque. Ouais, voilà, parce qu'on va partir avec au moins 4 planches. On part pour 2 mois et demi minimum de traversée là, sur la Waouh! traversée du Pacifique. Donc, c'est vrai qu'il faut un minimum d'équipement, quoi. Ouais, punaise. Ouais, alors je repense à cette histoire de portance par rapport à la main, mais en fait, c'est vrai que c'est comme en triathlon. Enfin, tu le sais bien mieux que moi avec la natation que tu as fait, mais il y a aussi une question d'avant-bras. Tu as aussi l'avant-bras qui vient t'aider à te propulser, mais bon, quand même, je pense que ça serait intéressant de voir la différence entre une pagaie et le fait de le faire à la main, à la main. C'est Hyper sûr. impressionnant. Alors, une autre question que je me posais, pour le coup un peu biomécanique, c'est par rapport, mais je pense qu'il y a en partie répondu, puisque tu me disais que vous avez des rotations prévues de 1 heure et demie. C'est comment tu gères en fait musculairement, mécaniquement le dos? Parce que ça a l'air hyper inconfortable en fait. Le fait Oui. d'être sur la planche ou enfin surtout le fait d'être à genoux. J'ai vu certaines vidéos où vous êtes à genoux. Comment tu gères ça? Ouais, alors c'est vrai que ce ne sont pas des positions très bonnes pour le corps hein, en soi. Tu vu la rame à genoux, en plus on est vraiment sur nos rotules, à chaque fois en balancier parce qu'on va constamment aller chercher l'appui vers l'avant. Et puis c'est vrai que c'est nécessaire pour nous d'alterner les positions parce que quand on est allongé, on va être plutôt cambré avec le buste relevé. Donc là, nous, on travaille sur des prototypes de planches, mais aussi sur des équipements pour permettre à aussi soulager les épaules. Tu vois, parce qu'il faut éviter au maximum derrière les inflammations au niveau des rotateurs et tout, ce qui provoque derrière les tendinites. Donc ça, on travaille sur ça pour améliorer le confort, surtout sur la durée. Après, sur des rotations d'1h30, pourquoi ce qu'il faut, c'est pas dépasser 2 heures en fait, parce que notre corps il est habitué à des entraînements en fait depuis qu'on est toute jeune, à des entraînements de 2 heures. Voilà. Les entraînements de natation, ça dure 1h30, 2 heures. Les entraînements de rame, ça dure 1h30, 2 heures. Donc c'est comme le vélo, c'est-à-dire mécaniquement notre corps il s'en rappelle et aussi notre mental. Donc derrière, on reste dans une zone en fait, on va dire confortable, si je puis dire. Où on ne va pas chercher au-delà derrière au niveau musculaire et au niveau Ouais. même articulaire. Donc ça, on est capable en tout cas d'enchaîner plusieurs fois par jour et par nuit derrière cette durée de rotation, si tu veux. Donc c'est pour ça qu'on se Ok. fixe une limite. Ok. Mm. Ok. Ok. Et comment est-ce que vous gérez alors, pardon, excuse-moi, j'ai tellement de questions qui me viennent que du coup, je passe de l'une à l'autre. Mais vous aurez quand même quelqu'un qui a des connaissances en prévention des blessures, type kiné, ostéo, etc. à bord avec vous pour vous suivre? Oui, on va avoir donc un skipper, donc forcément, Ouais. ça vaut mieux Vaut mieux, ouais. expérimenter. Et derrière, on aura donc un kiné ostéo, une kiné ostéo d'ailleurs qui va nous suivre. On aura aussi voilà, le caméraman qui va faire office. En fait, chaque rôle, même si chacun va avoir ses spécialités, ça aura aussi un rôle de surveillance pour la rameuse. Voilà. Ok. Pour pas la perdre de vue parce qu'on a quand même les bras dans l'eau. Donc, on est quand même dans un océan.
océan du Pacifique avec pas mal d'animaux marins aussi. Donc voilà, il va falloir rester en vigilance de façon continue. Et après, on aura un médecin bien sûr à bord. Et en plus, c'est un chirurgien spécialiste voilà, du cancer du sein et qui a opéré notamment Stéphanie, parce que Stéphanie, donc chez Barnex, qui était un peu à la genèse du projet initial de la traversée de l'Atlantique, elle qui a combattu plusieurs cancers du sein. Et du coup, d'ailleurs, cette première traversée de l'Atlantique, c'était pour se prouver voilà, qu'elle était encore en vie après des années de traitement et après avoir perdu pas mal de personnes autour d'elle. Et donc, c'est vrai que derrière, ça a tout son sens d'avoir en plus son chirurgien qui l'a opéré et qui va être avec nous sur le bateau et qui est navigateur aussi à 16 heures. Donc, voilà. Ah, super. Génial. Ah, ça donne une énorme ampleur à l'aventure humaine, je trouve. Au-delà Ouais, du défi complètement fou sportif. exactement. Excellent. Excellent. Alors attends, j'avais autre chose en tête. Oui, le départ, c'est Lima. Vous avez choisi Lima ou ailleurs au Pérou? Oui, on a choisi Lima au Pérou et l'arrivée, donc là, on a notre chef d'expé qui est parti avec une des rameuses en novembre dernier pour refaire les repérages. Et derrière l'arrivée en Polynésie, on n'a pas encore le lieu exact d'arrivée, donc je garde un peu la surprise pour l'instant. On a quelques idées qui se profilent. Elles ont été aussi, notre chef d'expé est parti, est revenu il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques semaines seulement, de Polynésie pour repérer l'arrivée et travailler sur place, parce qu'au-delà du projet, au-delà de cette expédition inédite qui n'a jamais été faite en paddleboard, il y a tout le projet de l'association derrière avec des actions concrètes pour les enfants. Donc, que ça soit le projet pédagogique autour du sport santé, que ça soit le projet d'accompagnement d'enfants malades à travers un défi sportif, mais il y a aussi insérer le sport aussi dans les hôpitaux, tu vois, pour les enfants en cours de traitement. Donc, c'est vraiment l'objet aussi de l'association et de ce nouveau programme qu'à travers ce projet, on essaye de valoriser et de fédérer autour de nous. Super. Et donc les actions pour l'association, enfin concrètement, comment est-ce que vous allez partager, interagir avec les enfants avant, pendant, après le projet? Comment est-ce que vous l'avez conçu pour le moment ça? Ouais, ben alors là, on est complètement dans le vif du sujet. Là, par exemple, on est en train de finaliser les mallettes pédagogiques qui vont être dédiées dans les écoles à relever un défi sportif dans sa classe. Donc ça, on va commencer à les diffuser là prochainement. Et c'est pour ça qu'on va partir 2-3 semaines avant notre départ en janvier prochain pour mener ces actions au Pérou, à Lima. Donc, on a déjà repéré des écoles et aussi des associations locales pour communiquer autour du sport santé, notamment. On va aller aussi derrière dans les hôpitaux pour sensibiliser les enfants, les accompagner. En fait, on crée aussi des totems. Donc, ce sont de grosses cellules, imagine, sportives, où tu vas pouvoir déplacer dans les couloirs ou dans les chambres des hôpitaux avec plein d'items sportifs différents, des petits challenges à relever. Donc ça, c'est génial pour travailler le bas du corps, le haut du corps, travailler aussi des petits challenges de coordination, de rapidité. Et puis après, il y a l'accompagnement aussi des enfants. Donc là, c'est sur les accompagnements des enfants post-traitement. Donc, on a commencé le suivi avec 3 adolescentes, parce que pour l'instant, l'association se focalise d'abord sur les adolescents, parce que les enfants, c'est encore plus complexe, on va dire, en termes de suivi. Donc, sur 1 an, elles sont suivies par différents coachs et elles vont déterminer leur défi sportif à la fin de l'année. Donc ça, pareil, que ça soit au Pérou ou en Polynésie, à notre arrivée, on va avoir un temps d'action avec les rameuses pour pouvoir concrétiser tous les projets d'association, quoi. Et après, bien sûr, ces projets ils vont continuer à vivre une fois qu'on sera parti. Voilà. Ouais. Ah, c'est super ça. C'est super. On a fait un épisode il n'y a pas longtemps avec Nico, Nico de Nico Green Tour, qui lui avait un engagement très très fort par rapport à différents enjeux sociétaux, mais notamment l'environnement et la gestion de nos déchets. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a couru, il a fait le tour de la France en courant. Donc 4000, pas loin de 5000 km, il me semble, en 2 mois, là, entre août et décembre. Et en fait, ce qu'il faisait, que j'ai trouvé dingue,
qui fait un peu écho à ce que vous êtes en train d'organiser, que je trouve génial. C'est qu'il courait tous les matins, un marathon quasiment, et tous les après-midi, il était dans des écoles. Et ouais. Justement à faire de la sensibilisation, alors sur la gestion de déchets, sur l'alimentation saine et sur le sport. Et c'est lui qui m'a appris ça. Apparemment, j'étais pas du tout au courant, mais je sais plus si c'est en France, dans le monde ou en Europe, mais il y a des études récentes qui prouvent que les enfants ont des capacités cardiaques 25% inférieures aux enfants d'il y a 2 ou 3 générations, tu vois. D'accord. Il y a 25, 30, 40 ans, quoi. Ouais. Et c'est principalement dû au manque de sport, quoi, en plus de l'alimentation et de l'environnement. Donc je trouve que c'est génial ce genre d'initiative, ce que vous êtes en train de faire pour ça paraît fou de dire ça, mais rendre le sport un peu attractif ou un peu sexy, inspirer les gens, inspirer les jeunes générations à se lancer dans des projets plus ou moins fous, tu vois, mais en tout cas, ouais, à bouger, quoi. Ouais, c'est vraiment ça, c'est essayer de faire rêver pour nous aussi, hein, de croire, continuer à croire en nos rêves aussi, et de ne pas rester dans sa routine quotidienne et à pas vouloir prendre de risques, parce que on est clairement Ouais. passé dans une société comme ça. Donc voilà, toujours se challenger, croire en soi, ne pas se mettre de barrières, parce que souvent on est exposé aussi aux peurs des autres, voilà, qui ont tendance plutôt à nous limiter dans nos actions. Et ça, c'est important. Et puis nous, c'est vrai que là, sur l'association, elle a été initiée pour les femmes initialement qui étaient atteintes de cancer du sein, parce que Stéphanie a été directement touchée par cette maladie. Mais c'est vrai que derrière, l'association s'est aussi développée autour d'autres maladies chroniques, mais pas que, parce que par exemple, nous, pour les rameuses qui vont sur le bateau, on a chacune aussi nos histoires. Stéphanie, c'était la maladie, et d'autres, ça va être la perte de proches, ça va être des traumatismes vécus dans sa vie. Et c'est vrai que ça, c'est important. Nous, le sport, c'est notre point commun à nous toutes, c'est que le sport a toujours été notre pilier dans notre vie, pour continuer à avancer, pour garder aussi une certaine stabilité, et puis garder aussi une certaine hygiène de vie, voilà, même si on est de vraies épicuriennes, mais en tout cas, c'est important. Ça a été toujours, c'est toujours un pilier, et ça le restera. Et ça, c'est important d'inculquer ces valeurs auprès des plus jeunes, où, comme tu le dis, voilà, les générations sont de plus en plus sédentaires. Et on le voit quand on reste scotché devant un écran ou devant notre téléphone. Donc, c'est hyper important de donner en tout cas l'envie de passer du temps dehors, de se défouler. Voilà, il n'y a pas besoin forcément de battre des records, mais en tout cas d'évoluer dans la nature. Ça, c'est important, quoi. Ouais. Alors, tu parlais du fait que vous allez vous embarquer toutes avec vos différents combats dans cette aventure, et que globalement le sport sur chacun de vos parcours, ça a été un pilier important. Si tu es OK pour qu'on en parle, je serais curieux de savoir, tu vois, comment est-ce que le sport, toi, t'a aidé, et peut-être quel moment compliqué ça t'a permis d'affronter. Et je te demande parce que depuis le début, c'est vrai que souvent, avec mes invités, on parle tu vois, de projets qui font rêver, on regarde les parcours. Disons qu'on parle souvent, c'est toujours plus facile de parler des résultats, tu vois, tes super performances, ces transitions que tu as fait avec brio entre un sport à haut niveau puis un autre, ces projets complètement dingues que tu lances. Mais souvent, on parle un peu moins de la partie immergée de l'iceberg, les choses qu'on ne voit pas et qui sont des réalités voilà, pour plein de gens. Donc, je serais curieux de savoir, ouais, si toi, tu parlais de sport comme un pilier. Est-ce qu'il y a des expériences en particulier, des choses que tu as vécues où ça a vraiment fait une différence? Oui, alors c'est vrai que moi, dans ma famille, on a eu une éducation sportive. Alors pourtant, j'avais pas une maman sportive, loin de là. Mais par contre, c'était une force de la nature. Elle était toujours dehors à bricoler, à balayer le jardin, la forêt continuellement. Donc voilà, elle connaissait rien au sport. Mais par contre, mon papa était un ancien militaire, et ancien sportif de haut niveau aussi. Donc il nous a inculqué ces valeurs-là, et c'est vrai qu'on a plongé dedans petit. Je me suis jamais vraiment identifiée par contre à la rigueur sportive, et surtout
à tout ce schéma de gagner, tu vois, il faut écraser les autres pour gagner. Ça, je me suis jamais vraiment reconnue dans ces discours-là. J'aime le sport pour me dépasser moi-même, tu vois, mais j'aime le faire aussi dans le respect des autres, tu vois. Je préfère moi me mettre un gros challenge si tu veux, mais je ne suis jamais reconnue vraiment dans ce schéma-là. Et après, ben oui, ça m'a accompagnée toute la vie parce que voilà, moi, personnellement, j'ai vécu quelques traumatismes jeunes, mais c'est vrai que je me suis aperçue au fur et à mesure que dès que je m'éloignais un peu du sport, en fait, c'est là où je perdais un petit peu pied, où je m'éloignais aussi de mes valeurs, hein, que je perdais un peu le fil aussi, hein, tu vois, des repères de la vie. Et donc ça, je suis toujours revenue vers le sport pour m'aider en tout cas à passer ces étapes. Ça, c'est hyper important. Là, maintenant, sans me mettre de pression, tu vois, j'essaye vraiment d'avoir une activité quotidienne par jour. Alors, j'ai réussi en plus à en faire mon métier, c'est-à-dire que j'ai réussi malgré une école de commerce, mais mon bureau, il est à l'extérieur, tu vois, donc je propose des activités aquatiques pour tous, que ça soit la nage en eau libre, la marche aquatique, le swimrun. Donc, mon bureau, c'est dehors, tu vois, entre lac et océan. Donc, ça, c'est le plus beau des cadeaux. Et le plus beau des bureaux aussi. Donc, le sport, il est au quotidien. Et puis voilà, c'est vrai que nous, l'an passé, on a eu aussi un épisode de notre vie qui a été pas évidente. On a perdu notre première fille à 5 mois et demi de grossesse. Et c'est vrai que derrière, la reprise du sport a été essentielle pour passer le cap, quoi. C'est clair. C'est un défouloir et surtout, me concernant, c'est vraiment le milieu aquatique qui me fait le plus grand bien, quoi. J'ai besoin d'aller dans l'eau, quoi. J'ai besoin d'aller dans l'eau pour me ressourcer, pour me calmer, pour voilà, me recentrer sur moi et continuer à avancer, quoi. Super. Et alors, tu nous parlais de collectif un peu plus tôt et une question que je me pose, c'est que, alors c'est encore une question un peu égoïste, c'est parce que ça fait écho à des choses qui arrivent pour moi. C'est que tu vois, j'ai eu des invités l'année dernière du podcast, l'équipe de triathlon du club, enfin l'équipe de Raid Aventure du club de triathlon d'Aix-en-Provence. Et ils m'ont embarqué dans une aventure un peu folle. On va courir un 300 km, une des épreuves de l'UTMB là, cet été en août. Et donc cette épreuve, elle se fait par 3, enfin en équipe de 3. Et donc c'est 300 km sur 150 ou 152 heures, je crois, max, donc 6 jours, avec a priori assez peu de sommeil. Et donc voilà, moi je suis un peu dans cette phase, j'ai jamais fait ça avant, où je me pose beaucoup de questions sur justement le collectif. Et alors ça va pas durer 2 mois comme vous. Je pense que les conditions seront, en tout cas d'isolement, seront beaucoup moins rudes que ce que vous allez vivre. Mais je me demande quand même comment est-ce que vous anticipez ça, sachant que voilà, une fois que vous serez au milieu du Pacifique, il n'y a plus vraiment le choix en fait. Vous êtes tout à bord et puis point barre, il faut ramer 1h30 à chaque fois et voilà. Ouais, et c'est là où la prépa mentale elle est essentielle en fait. Sur de tels défis, ça c'est vraiment plus que la préparation physique. La prépa mentale est essentielle. On a d'ailleurs démarré par ça, hein. Donc on a toute une équipe autour de nous. On travaille de façon individuelle pour l'instant. On commence à peine le travail collectif, tu vois, de façon à déjà ce que chacune aussi identifie ses besoins, ses craintes, tu vois, ses appréhensions, ses envies aussi. Et puis qu'il y ait une sorte d'introspection aussi qu'on ne fait pas forcément, savoir voilà, comment je réagis dans telle situation, comment je vais gérer aussi mon environnement, voilà, parce que là on sera 3 mamans, donc voilà, il y aura aussi des étudiantes, mais il y aura 3 mamans, donc c'est aussi quitter son cercle familial, laisser son enfant voilà, à terre pendant que nous on va traverser un océan, donc avec les risques que ça comporte. Donc, la préparation mentale est essentielle là, ça c'est clair. Donc, que ça soit déjà pour gérer son propre environnement, sa propre vie, on va dire, au quotidien, et derrière aussi pour gérer toutes les appréhensions que chacune a, qui vont être différentes, que ça soit, je ne sais pas moi, la rame de nuit, la rame dans des grosses conditions, le mal de mer pour certaines qui est compliqué à gérer, voilà. Donc, c'est tout ce schéma-là qui est important à travailler, quoi. Ouais.
Bon. Ça, c'est essentiel. Sur un défi comme tu fais, c'est vrai que le mental, c'est la clé. C'est celui qui va te mener au bout de ton challenge. Complètement, ouais, j'en suis convaincu. Donc, Brice, Xavier, quand vous écouterez l'épisode, voilà, il faudra qu'on ait commencé la prépa mentale quand même, hein. Alors, ce qui est bien dans le collectif, c'est que tu auras toujours une personne qui sera là et normalement qui sera avec le good mood pour pousser l'équipe au bout. Et c'est ça qui est sympa aussi, à connaître les forces et les faiblesses de chacun, tu vois. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit, ouais, qu'il y aurait forcément des moments difficiles pour tout le monde, mais sans doute pas au même moment, et que donc c'est là où il y aura un intérêt, du coup, Ouais, dans le fait que le format, c'est par trois et pas en solo. exactement. Waouh, génial. Alors, tu nous parlais des engagements de l'association. Je suis curieux de savoir, tu nous disais un peu plus tôt que vous avez eu la chance d'accueillir Annika et Jessica Horn. Ouais. J'ai aussi eu cette chance récemment, juste avant Noël, de faire un épisode avec elles. Du coup, à quel point est-ce que c'est important pour vous d'avoir alors je sais pas si elles aimeraient qu'on dise des personnalités, mais en tout cas des figures engagées auprès de l'association comme ça. Qu'est-ce que ça vous apporte? Mais déjà, ça apporte énormément en termes d'échange d'expérience. Ça, c'est sûr. Alors, c'est vrai que Annika et Jessica, elles ont, on va dire, cette étiquette VIP, voilà, personnalité publique, par leur papa, mais elles sont extrêmement simples aussi dans la vie. Et on a passé deux jours ensemble là, lors de notre première expédition, où on lançait un peu le projet. Et c'était plus une expédition, donc c'était entre Bordeaux et Biarritz, où le but, c'était aussi de communiquer sur le début de ce projet et des actions qu'on allait mener. Et elles nous ont fait le plaisir de venir à bord. Elles ont testé d'ailleurs le paddleboard, le prone paddleboard. Bon, ça, c'était génial. Et donc, au-delà de tout ça, c'est vrai que c'est génial de pouvoir partager. Nous, on vient aussi de sport amateur. Donc, on n'a pas forcément à chaque fois... je ne sais pas si c'est une peur d'être légitime, mais en tout cas, c'est vrai qu'on va rester plutôt discrète par rapport à notre discipline aussi, parce que elle est un peu moins connue. Et c'est génial de pouvoir partager notre discipline avec des personnes comme Jessica et Annika, et qui en plus accrochent au projet, et qui en plus sont séduites par cette discipline, par notre sport. Et c'est génial de pouvoir leur faire découvrir aussi notre passion et d'échanger entre terre et mer, parce qu'elles sont plus montagnardes. Et nous, on est plus aquatique. Donc, c'était un super échange. Et en tout cas, elles sont aussi de très bons conseils voilà, pour nous, de par leur expérience en termes d'aventure, d'exploration, de survie aussi. Ouais, c'est génial. On va repasser du temps avec elles. Et je les remercie encore, d'ailleurs, si elles écoutent, de leur soutien. Super, super. Alors peut-être, bon là on a fait un gros balayage de ton parcours, de cette expédition qui arrive. Peut-être pour doucement se rapprocher de la conclusion de cet échange incroyable. Qu'est-ce que toi tu vas aller chercher sur cette aventure de cette traversée de 8000 km? Alors déjà, je pense j'aurais pas forcément beaucoup de possibilités de traverser un océan un jour. Donc, je trouve ça génial juste de pouvoir le faire, surtout quand tu es passionné par le milieu aquatique et par le milieu océanique. C'est juste une chance aussi incroyable de pouvoir vivre cette aventure. Vivre cette aventure avec ces filles, voilà, où on se côtoie depuis des années, et puis on a un peu la même vision de la vie. Donc ça, c'est aussi chouette, parce que voilà, quand tu partages des moments comme ça et qu'en plus tu vas au bout du challenge, enfin, les émotions, elles sont juste décuplées de façon incroyable. Et puis moi, personnellement, oui, je pense que là, je suis à un stade où j'ai besoin de passer ce challenge, de parce qu'on a vécu l'an passé, et la perte de notre petite fille. Donc, il y a une petite fille qui arrive aussi là, qui va naître d'ici 1 mois et demi. Donc ça, c'est voilà, la vie est aussi bien faite malgré ces traumatismes. Mais ouais, je pense que je recherche aussi ça, de continuer à avancer, aussi de prouver voilà, à notre fille qui va venir, que c'est important d'aller au bout des choses et de croire en ses rêves, et de continuer à aimer la vie malgré tout, malgré parfois ces mauvais moments, parce qu'il y a des beaux moments aussi à vivre. Donc ouais, je pense que j'ai besoin de ce défi-là aussi. Ouais, c'est un super beau message.
Super beau message. Et alors, une autre question en tant que tout jeune papa, puisque moi j'ai la chance d'avoir des nuits courtes depuis quelques semaines, euh, avec aussi une petite fille. Euh, Comment est-ce que vous l'approchez parce que tu disais que vous allez être 3 mamans, mais alors peut-être plus dans ton cas à toi, parce que encore une fois, tu vois, je pense que je m'identifie. Comment est-ce que tu te projettes par rapport à le fait d'être absente pendant 2 mois, de partir faire un défi qui est pas non plus, tu vois, de la couture. Enfin, il y a quand même une notion un peu de risque, d'isolement, parce que c'est quelque chose auquel je pense que j'ai pas mal, moi, de croyances et quand j'en discute un peu autour de moi, je me rends compte qu'en fait, il y a énormément de croyances des jeunes parents par rapport à ce qu'ils peuvent ou ne peuvent plus faire en termes de sport, notamment. Donc, ouais, je serais curieux de savoir, tu vois, quel est ton point de vue là-dessus. Oui, alors, bon, j'ai la chance déjà d'avoir il y a un papa qui est très ouvert d'esprit et surtout qui ne met pas de barrière et qui croit en ce projet et qui est d'ailleurs impliqué aussi dans ce projet, voilà, bénévolement. Donc, ça, c'est aussi une chance. Je pense la principale, d'ailleurs, il est là, il est derrière, il va travailler. Il m'écoute, hein, douce. Non, non, je pense que la priorité, c'est déjà d'avoir un environnement très serein autour de soi. Ça, c'est clair, c'est la priorité. Et c'est ce qu'on travaille avec notre équipe de préparateurs mental. Ça, c'est important. Après, me concernant, c'est vrai que les filles, notamment Stéphanie et Alex, elles ont des enfants qui ont déjà 3-4 ans. Donc, elles vont pouvoir peut-être un peu plus impliquer leur enfant dans le projet. En tout cas, ils vont pouvoir comprendre un petit peu plus, même si ça reste une échelle, je pense, incroyable pour eux. Nous, ça sera un petit bébé qui va prendre toutes les émotions, qui va absorber tout. Donc, il va falloir faire attention à son environnement, à avoir que du positif autour de soi, pas de stress. Et puis moi, ça va être plus le sentiment de culpabilité de partir, ça c'est sûr. Donc après, ça se travaille. Je t'avoue qu'on verra les émotions aussi quand elles vont arriver parce qu'on attend aussi qu'elle pointe le petit bout de son nez. C'est une petite fille qui arrive, donc voilà. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de préjugés aussi quand t'es parent, voilà, il faut rester, il y a des schémas à respecter, etc. Et en fait, non, je pense que l'important, c'est d'être stable, d'avoir un équilibre familial, que les deux parents aussi soient d'accord aussi avec le quotidien que tu mets en place. Ou justement cette non-routine que tu veux mettre en place, tu vois, parce que voilà. Et après, ce qui est important, c'est qu'il y ait beaucoup d'amour dans tout ça. Et voilà, derrière, après, tout est possible. Il y a des navigatrices qui sont parties aussi en étant maman et il y a aussi des femmes militaires qui partent en mission chaque jour et qui reviennent au bout de 3, 4, 5, 6 mois. Donc voilà, je pense que tout est envisageable à partir du moment où on se prépare bien, par contre, ça c'est important. Ouais. Et surtout où il y a beaucoup de communication, de bienveillance et beaucoup de respect dans les besoins de chacun aussi. Ok, bon. Eh ben écoute, on va rester en contact puisque moi j'ai une petite aventure qui est prévue, pas de 2 mois, mais de quasiment 1 mois pour quelques temps après votre aventure, enfin après votre traversée. Donc voilà, tu me diras comment ça s'est passé, ce que tu as mis en place, comme ça je récupérerai les tips. Pareil, avec plaisir. Excellent. Génial. Bah écoute Emmanuel, on arrive au bout. On a beaucoup parlé de partage, notamment auprès des jeunes générations. Et je me rends compte qu'en fait, je reçois de plus en plus de messages au fur et à mesure que le podcast grossit, de gens qui me disent c'est incroyable ce que tel invité a partagé, ça m'a aidé, je me suis inscrit à mon premier marathon, j'ai perdu 5 kilos depuis que j'ai écouté cette histoire. Donc maintenant j'hésite, enfin je sais pas que j'hésite plus, c'est que je demande avidement des partages, tu vois, en fin de conversation. Euh, Avec tout ce qu'on a partagé, tu vois, tout ce que tu as bien voulu évoquer avec nous, quel serait toi le message que tu voudrais faire passer? Mais s'il y a un message, c'est que, et c'est le message qu'on essaye de diffuser autour de nous sur ce projet Cap Optimist, c'est qu'on a tous des océans à traverser, voilà, dans nos vies, et il faut continuer à croire en ses rêves, coûte que coûte, peu importe les barrières de la vie ou les barrières que des personnes ou notre environnement va nous mettre devant soi. Donc voilà, foncer et derrière, surtout, jamais lâcher ses rêves.
Excellent, j'adore. Trop bien. Bah écoute, un immense merci Emmanuel pour ton temps, pour tout ce que tu as bien voulu partager avec nous, pour cette énergie positive et cette humilité que moi j'ai trouvé hyper inspirant et hyper boostant. Et puis je te dis, on reste en contact. Si jamais il est possible que je fasse un tour du côté de Biarritz, et certainement qu'il y a d'autres invités tu vois, qui le feront aussi cet été. Si on a envie de découvrir les sports aquatiques, comment est-ce qu'on fait pour trouver Emmanuel du coup? Ah, ben écoute, moi je suis dans les Landes, donc je suis sur Hossegor, entre le lac Marin et les plages. Donc, non, moi j'ai mon site internet, j'ai mes réseaux, Manu Pêcheron ou Océan Incentive, c'est le nom de ma petite structure, Ok. à taille humaine. Et en tout cas, c'est du sport pour tous où généralement on mêle les générations, on mêle aussi les niveaux de sport, voilà, parce que moi j'adore justement ça, pas mettre les gens dans des cases, mais au contraire créer une communauté éclectique. Et voilà, donc tu es le bienvenu Loïc dans la petite tribu si tu viens, tu es le bienvenu à Osgore quand tu veux. Et Excellent. surtout, merci à toi pour tout ce que tu fais. Tes podcasts, ils sont hyper inspirants aussi. Et c'est génial, en tout cas, de pouvoir écouter même des personnes venues de tout horizon. Et voilà, donc en tout cas, bravo pour tout le travail que tu fais. Merci beaucoup Emmanuel. Et puis je te dis très certainement un de ces jours du côté des Landes, ou pourquoi pas pour une, je sais pas, une mini traversée la Méditerranée si tu as un projet comme ça un jour, que tu te rapproches d'ici. Mais on se recroisera. Avec grand plaisir. Salut Merci. Emmanuel. Ciao, ciao.